Alors, bonjour mesdames. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Je vais avoir une présentation. Il y en a qui l'ont déjà vue, mais c'est pas grave, parce qu'en politique, j'ai appris une chose, la plus importante que j'ai apprise. Parce que quand je suis arrivée et j'avais annoncé quelque chose un jour, le lendemain, mais j'ai dit, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Ils ont dit, Monique, répète. Mais j'ai dit, le surlendemain, qu'est-ce que je dis? Répète. Et quand tu es bien fatigué de répéter, répète. Parce que quand on a un message, il faut le passer. Il faut passer son message. Ça allait me permettre, dans un premier temps, de souligner effectivement le travail extraordinaire de Pamela Jeffrey. Pamela, I feel so flattered to be sitting next to you. I'm a different person since the last 5 minutes because you are an exceptional woman, and I'm very, very pleased to know you, and I hope that we'll be able to work together because I understand that you took a big challenge recently. Alors voilà, c'est que comme vous savez, je veux saluer la présence également d'Isabelle Hudon, qui est quelque part. Isabelle, c'est la fille la plus extraordinaire que j'ai rencontrée. Isabelle, en plus, parce que vous pensez que ce pourquoi elle est où elle est, c'est parce qu'elle est belle. Oubliez ça. Elle est belle, mais elle a également énormément de talent et elle est déterminée. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi déterminé qu'Isabelle Hudon. Elle baisse la tête, là, mais ce matin, je recevais un courriel d'Isabelle. « Monique, notre rapport, on le sort la semaine prochaine. Est-ce qu'on ne devrait pas envoyer une copie sous embargo au journal Les Affaires? » Oui. Et alors là, j'ai dit, écoute, quelle bonne idée. J'ai téléphoné au bureau de la ministre, Agnès Maltais, puis on dit, oui, quelle bonne idée. J'ai donné le crédit à toi, ma chérie. J'ai dit que c'était Isabelle Hudon qui m'avait téléphoné ce matin. Alors voilà, je suis ici. Effectivement, j'ai sorti un livre récemment. Ça suit un peu ma feuille de route. Ça fait longtemps que je me penche sur la présence des femmes sur les conseils d'administration à la haute direction. Il y a des années, vous avez vu mon curriculum, là, c'est pour ça que je dis toujours que je suis très, très, très vieille. J'ai fait beaucoup de choses. Alors, j'étais sous-ministre à Ottawa. Nous étions 11 en tout, sur 280 sous-ministres et sous-ministres en titre. Et on se rencontrait tous les 2 mois pour faire l'inventaire de notre cohorte féminine qui était à qui on devait faire des doubles sauts. Puis là, on se les passait pour ne pas avoir de chicane dans nos propres ministères, parce que les gars n'auraient pas aimé ça que les filles fassent des doubles sauts. Alors, on se les échangeait d'un ministère à l'autre. Donc, ça fait quand même longtemps que c'est un dossier que je suis. Mais là, je le suis parce que j'estime la thèse de mon livre, et j'ai 10 copies ici à vendre, pas plus, parce que à chaque fois, je me fais harceler. Avez-vous des copies, Mme Jérôme Forget? Avez-vous des copies de votre livre? Je voudrais l'acheter, puis c'est compliqué. En tout cas, j'en ai 10. Alors, s'il y en a qui en veulent, je les ai apportés, je les ai traînés moi-même dans ma serviette. Alors, tout ça pour vous dire que le but du livre, c'est de faire la démonstration que c'est bon pour l'économie, c'est bon pour les entreprises financièrement d'avoir plus de femmes. C'est pas juste sur le plan de l'équité, c'est pas juste l'idée d'être là parce que c'est plus juste, c'est que c'est payant. Et voilà le but de mon livre. Alors, pour ceux qui ont déjà vu des présentations, il y en a quelques-unes qui se répètent, mais comme je vous dis, je vais les répéter encore. Alors, déjà, en l'année, écoutez, c'était en 2010, la première page couverture de l'Économiste, c'était « We did it ». We did it en ce sens qu'aujourd'hui, on est 50% des travailleurs sur le marché du travail. Autrement dit, il y a autant de femmes que d'hommes qui travaillent aujourd'hui. Par conséquent,
on peut dire qu'on a atteint quand même quelque chose. Je vais vous dire, moi, quand j'étais jeune, ce n'était pas le cas. Hein? D'ailleurs, quand on allait travailler, ma mère avait un peu honte de moi que je travaille. Mais aujourd'hui, ça fait partie de nos valeurs. Ça, pourquoi je le mentionne, ça, c'est très important. Parce que ça fait depuis les années 80 qu'il y a autant de femmes diplômées et aujourd'hui, depuis les années 90, il y a plus de femmes diplômées de premier cycle au Québec que d'hommes. Puis il y en a pas mal plus. Il y en a quand même, on est à presque 30 000 chez les femmes et 18 000 chez les hommes. Et ça, pourquoi je mentionne ça, c'est parce que c'est quand j'arrive à la prochaine. Et alors là, le nombre de travailleurs ayant un diplôme de calibre universitaire supérieur, et ce sont les gens qui travaillent. Vous voyez que la courbe s'est inversée. Alors qu'il y avait plus de femmes qui avaient des bacs, qui avaient un premier cycle, tout à coup, quand elles se mettent à travailler, elles disparaissent. Et là, vous voyez un écart qui se rétrécit, j'en conviens, mais il en demeure pas moins qu'on voit qu'on perd du talent en cours de route. Et l'écart entre les femmes qui entrent sur le marché du travail, une étude de Catalyst, c'était fait entre 1996 et 2007, des femmes qui ont eu un MBA. Par conséquent, c'était des femmes qui étaient intéressées aux affaires, à l'économie, et qui, manifestement, un MBA, on pense qu'on va aller travailler dans les entreprises. L'écart de salaire pour ces femmes-là, quand elles commençaient, était généralement approximativement de 4 600 $ d'écart. Ça veut dire, mesdames, que vous n'êtes pas bonnes pour négocier vos salaires. Ça veut dire que pour vous, c'est honteux de parler d'argent. Dans le fond, ce qui est important pour vous, c'est d'aimer votre travail. Puis si vous aimez votre travail et que vous donnez tout ce que vous avez à donner, l'avenir va s'occuper de vous. Oubliez ça. Il faut, comme les hommes, négocier son salaire. Il ne faut pas avoir honte de parler d'argent. Je le sais, j'avais moi aussi honte de parler d'argent, parce que pour moi, ce qui est important, c'est que je sois heureuse. Les gars, eux, veulent être heureux et riches. Nous, il va falloir qu'on soit heureuse et riche. Et voilà un trait de caractère qu'il va falloir changer. Quand vous rencontrez, quand vous êtes embauché, n'hésitez pas à dire quel est le salaire que vous m'offrez. Quel est le salaire de la personne que vous avez embauchée? Il n'aimera pas trop ça, mais je vous assure qu'il va vous respecter, parce que les hommes le font. Les hommes le font tout le long de leur carrière. Les hommes demandent des promotions. Nous, on ne demande pas des promotions. Nous, on pense qu'étant très bonne, on va nous voir. Oubliez ça. Il faut le dire qu'on est bonne. Il faut le dire qu'on veut une promotion. Et je dis toujours, moi, aux jeunes femmes qui arrivent d'un congé de maternité, parce que c'est nous qui faisons les enfants, allez voir votre patron et dites-lui que vous êtes de retour et que vous voulez une promotion. Il va être surpris encore une fois, mais il va sentir que votre carrière est importante pour vous. Il va sentir que vous n'êtes pas là d'abord comme une mère et ensuite comme une employée, avec le temps qui vous reste, mais que vous voulez poursuivre votre carrière. On me disait ce matin,
faut être positif, etc. Je pense que c'est Mme Cora qui disait qu'il faut regarder le bon côté des choses, etc. Moi aussi, je pense que ça va un peu mieux. Mais vous allez voir que ça ne va pas si mieux que ça quand on arrive à la tête. Quand on arrive à la tête, c'est 4 des femmes qui occupent le poste de chef d'entreprise. Par conséquent, ça varie entre 4 et 6 %. Donc, nous ne sommes pas là. Et un jour, quelqu'un me disait, un professeur d'université, c'est parce que vous êtes plus intelligente et que vous voulez faire des choses qui vous intéressent, etc. Moi, je n'achète pas ça. Parce que quand on est le pouvoir, c'est là où se prennent les décisions. Et moi, quand j'étais ministre, là, je contrôlais tout l'argent. Et j'étais très fière de ça. Hein? Mes gars, là, ils venaient à genoux devant moi presque. Je contrôlais l'entrée et je contrôlais la sortie. Hein? L'argent, ministre des Finances, ça rentre. Le Trésor, c'est lui qui distribue l'argent. Je peux vous assurer que c'était un poste très important et avoir de l'argent et contrôler l'argent, c'est très important dans une entreprise. Par conséquent, n'hésitez pas, mesdames, à vous assurer que vous allez avoir un poste où vous contrôlez l'argent. Et le pouvoir, c'est ça que ça donne. Ça donne le pouvoir d'orienter la société. Ça donne le pouvoir d'orienter une entreprise. Ça donne le pouvoir de modifier nos façons de faire dans une entreprise. Parce que la présence des femmes change les entreprises. Je peux vous dire qu'au Conseil des ministres, quand on était 50 % des femmes autour de la table, on se comportait de façon différente que quand on est la token. Parce que je le sais, moi, j'ai été toute ma vie la token. Hein, j'étais une. Et là, imaginez sur les conseils d'administration des grandes entreprises financières, quand je proposais qu'on en nomme une deuxième, devinez ce qu'on me répondait, « Monique, on ne peut pas en trouver une autre comme toi. » Est-ce que vous croyez que je les croyais? C'est parce que, dans le fond, je comblais leur, ils étaient un peu mal à l'aise de ne pas en avoir une, parce que vous allez voir un peu plus loin, il y en a 42 % qui n'ont aucune femme sur leur conseil d'administration. Ça n'a pas l'air à les déranger beaucoup. Ça les empêche pas de dormir. Un jour, j'ai demandé à quelqu'un, parce que le Globe and Mail fait à une échelle, puis donne du pointage aux entreprises sur un nombre important de catégories, et parce que je joignais le conseil d'administration, le pointage augmentait. J'ai demandé au président, j'ai dit, c'est-tu important pour vous, Monsieur le Président? Il dit, Monique, c'est important pour 24 heures. C'est ça. Parce que le lendemain, c'est pas ça qui compte. C'est le bottom line qui compte le lendemain. D'accord? Mais c'est pour ça que mon livre est important. C'est que maintenant, je suis capable de faire la démonstration, chiffre à l'appui, que les entreprises qui ont plus de femmes font mieux que les entreprises qui n'en ont pas. Par conséquent, vous avez 42 % des entreprises encore qui n'ont pas de femmes sur leur conseil d'administration. Vous en avez 32 % qui ont 2 femmes ou plus. Vous en avez 26 % qui en ont une. Donc, je comprends que ça va mieux, mais on ne peut pas dire qu'on brille par notre présence. Là, je donne un pourcentage et je vais revenir sur la France, là, un peu plus tard, qui est à 9,5 %. Nous, on est à 12,5 %. Évidemment, vous voyez la Norvège à 34 % parce qu'ils ont eu des quotas, ils ont eu une loi qui imposait justement, et je vais en parler de ça, qui imposait justement qu'il y ait plus de femmes. Ils l'ont fait très rapidement, probablement trop rapidement, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, tout le monde est content de ce qui se passe en Norvège. Au niveau de la haute direction, on est à 15 %. Et ça, pourquoi je parle du plafond de verre qui est toujours là, c'est que les postes en management, c'est-à-dire l'échelle juste en dessous de la haute direction, il y a 37 %. Et dès qu'on tombe plus haut, oups, on en perd la moitié. C'est donc dire que là, il y a une perte énorme qui se fait, il y a un écrémage pour des raisons diverses,
Mais il est clair que pour arriver à la haute direction, il y a une culture, il y a je dirais, un apprentissage, il y a un environnement qui fait que les hommes ont tendance à choisir des hommes. Puis c'est pas parce qu'ils sont méchants. Non. Ils le font parce qu'ils se connaissent. Ils le font parce qu'ils jouent au golf ensemble. Ils le font parce qu'ils vont à la pêche ensemble. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais ministre, les gars, une fois par année, ils allaient à la pêche. Alors, une année, j'ai regardé mes copines, j'ai dit, écoute, c'est fini, là. L'an prochain, on va à la pêche. Hein? C'est clair? On s'en va à la pêche. Devinez quoi? On n'est jamais allé. Savez-vous pourquoi? Parce que nous, on travaillait. Nous, on travaillait fort. On était là. Moi, mes collègues partaient en Europe, puis allaient à une conférence, puis il y avait un débat, puis allaient ci et là. Moi, je n'avais pas le temps, je travaillais. Alors nous, y compris moi-même, je pense que parfois on est un peu trop sérieuse. Il va falloir qu'on apprenne à jouer au golf. Ma première recommandation, d'ailleurs, aux jeunes femmes, apprenez à jouer au golf et soyez bonnes. Faites une drive de 250 verges. Quand vous aurez une drive de 250 verges, vous aurez atteint l'objectif. Et après ça, quand les gars vous allez jouer avec eux, ils ne vont pas vous regarder de haut, là. Bon, on m'a reproché que je disais aux femmes de faire comme les hommes. Oui, parce qu'on peut jouer au golf. Bon, évidemment, les hommes ne sont pas fous. Là, ils ont commencé à faire des jeux beaucoup plus compliqués. Hein? De la motocross, des choses comme ça. Là, ça nous intéresse moins. Mais au moins, au golf, on est capable de faire ça. Alors, le nombre de femmes qui laissent tomber, qui décrochent, qui décident que ça ne vaut pas la peine, c'est trop dur. 37 % aux États-Unis décrochent et disent que, finalement, et généralement chez les femmes, ce sont les responsabilités familiales, la présence d'enfants, les exigences de la PME familiale. Moi, je parle de la PME familiale tout le temps parce que nous, les femmes, voyez-vous, contrairement aux hommes, je m'excuse, messieurs, là, je ne suis pas très généreuse à votre endroit, mais les femmes, nous, on peut avoir 5, 6 problèmes en même temps, puis on est capable de régler les 5, 6 problèmes en même temps ou presque. Un gars ne peut pas. Impossible. Il fait une chose à la fois. S'il lave la vaisselle, vous pouvez à peine lui parler. Il lave la vaisselle. S'il essuie la vaisselle, il ne peut pas vous parler. Il essuie la vaisselle. Les hommes, et ça, là, c'est un défaut, mais ça peut être une qualité également, parce qu'ils se concentrent totalement sur ce qu'ils ont à faire. Mais nous, on est capable de faire 5, 6 choses à la fois, et on les fait. Le prochain, c'est Mme Sheryl Sandberg. Un livre extraordinaire, je vous le recommande. Une femme exceptionnelle, et j'ai voulu mettre le titre du Time Magazine, « Don't hate her because she's successful ». Il me reste 1 minute, mais je vais continuer, je m'excuse. Alors, je l'avais averti. Alors, because she's successful, don't hate her. Parce que, imaginez-vous qu'ils ont fait des études, hein, je vais y revenir, ils ont fait des études et le succès, ça nuit aux femmes. Ça nuit aux femmes. Je vais aller un peu plus vite. Des chefs d'État. Sur 195 chefs d'État, il y a 17 femmes. Sur des parlementaires, 20 % des postes sont occupés par des femmes. Chef d'entreprise, je l'ai mentionné tantôt, 4 %. Au Canada, dans le moment, on occupe une place particulière, ayant autant de femmes premières ministres au niveau des provinces. Je pense qu'il y a là une occasion rêvée de changer les choses. Conflit entre travail et famille. Ça, c'est une étude de l'Université Princeton. Et ils ont posé la question aux étudiantes, est-ce que vous croyez que vous allez avoir des problèmes à concilier le travail et la famille? 62 % des femmes ont dit oui.
33 des femmes, la moitié, ont dit oui. Donc, nous, là, on part en pensant qu'on va avoir des problèmes. Les hommes, généralement, avoir des enfants, ça leur assure la sécurité au niveau professionnel. Un homme qui a des enfants est bien vu dans une entreprise, il va être calme, il va arrêter de courir, il y a des responsabilités, etc. Et de ce 33 47 ont dit que leur conjointe, elle, il faudrait qu'elle fasse des sacrifices. OK? Et 39 seulement retourneraient à un travail à temps plein. Autre étude faite à l'Université Columbia. Ça, c'est un case study qui est utilisé à Harvard. C'est un case study. C'est le même cas, et dans un cas, elle s'appelle Heidi Roizen, et dans l'autre cas, il s'appelle Howard Roizen. Devinez quoi? Hommes ou femmes ont jugé Heidi trop agressive. She's political. Elle est politique. Un peu égoïste. Pas le genre de personne avec qui travailler, pour qui travailler. Howard, lui, un décideur. Il est déterminé, cet homme-là. Un bon patron, un vrai patron. Bon patron avec qui il est agréable de travailler parce qu'on sait où on va. Le même cas, deux noms, deux prénoms différents, le même nom de famille. Alors, vous voyez qu'on part perdante en commençant. Dès qu'on a du succès, nous, les femmes, c'est vu négativement. Être ambitieuse, mon Dieu, qu'elle est pousseuse, je le sais, je peux vous le dire. Elle est pousseuse, c'est vrai qu'on est pousseuse. C'est vrai qu'on tire. Moi, j'ai dit en politique, j'ai fait deux choses. J'ai poussé puis j'ai tiré. Alors, quand ça allait pas assez vite, je tirais, puis des fois, je poussais. Bon. Mais tout ça pour dire que, vous voyez, les perceptions sont là pour durer. Et là, j'arrive, je vais passer à mon clou de ma conférence. Je m'excuse de passer, c'est pas parce que tu n'es pas bonne, c'est juste parce que je suis déviante. Pourquoi je pousse pour les quotas? Vous savez, j'ai décidé de prendre, je sais que mon groupe, la table des partenaires, va dire non à ça. Monique Jérôme-Forget, elle dit oui. D'abord, je veux qu'on se rappelle d'une chiffre de 40 40 Nobody should forget ever 40 Deuxièmement, j'estime que moi, j'ai une formation comme psychologue, en plus d'avoir fait de l'économie, et je suis bien riche. Et je sais que si vous attendez de changer les attitudes, vous en avez pour 72 ans. D'ailleurs, je devrais avoir mon 72. Vous en avez pour 72 ans, ça augmente d'1,5 % par année. Et là, j'ai entendu à Davos 5 femmes, Christine Lagarde, Madame Reding de la Communauté européenne, qu'est-ce qu'elles ont dit? On n'aime pas ça, les quotas, mais devinez quoi? On aime ce que ça fait. La France, vous avez vu, qui était à 9,5 %. Ils ont passé une loi en 2011, je pense. Ils sont rendus à plus de 20 %. La France. C'est donc dire que quand vous imposez quelque chose, vous forcez les hommes, parce que c'est eux qui décident, là encore, c'est eux qui sont en charge, à revoir leur façon de faire. Vous apportez une façon de les déranger pour être capable de regarder autre chose et autrement. Alors voilà pourquoi je pense que les quotas, c'est une bonne chose et je souhaite que les femmes premières ministres du Canada vont se parler sur ça pour arriver éventuellement à dire « on n'aime pas ça, les quotas, mais on aime ce que ça fait ». En Norvège, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui se pose la question si c'est une bonne affaire ou pas une bonne affaire. Il y a une femme qui a été nommée, d'ailleurs, qui était la CEO d'une des plus grandes compagnies pétrolières en Grande-Bretagne, qui a été nommée sur un conseil d'administration. Qu'est-ce qu'elle a dit récemment? Je ne savais même pas qu'il y avait des quotas en Norvège, parce que les femmes étaient toutes très bonnes avec qui elles étaient. Et devinez quoi?
Quand les hommes trouvent la femme, parce qu'ils pensent tous qu'ils l'ont trouvée, la femme qui est extraordinaire, ils n'arrêtent pas de s'en vanter. Hein? Ils n'arrêtent pas de s'en vanter. Alors, vous avez des filles comme Isabelle Hudon, vous avez Isabelle Marcoux, Jacinthe Côté, tout le monde se les arrache, ces femmes-là. Évidemment, ma chère Madame Belle qui est là, qui me regarde également. Mais, Martine, des femmes extraordinaires, il y en a beaucoup, il y en a dans cette salle. Et vous devez vous faire voir et vous faire reconnaître. Alors là, j'ai dépassé beaucoup mon temps, je le sais. Il y aura moins de questions, mais je voulais finir avec mon témoignage sur les quotas parce que je suis très seule à tenir ce discours-là, mais comme je suis la seule qui parle tout le temps, le monde en entend parler. Merci beaucoup.